Bonsoir, merci de suivre le 23h à la une de l'actualité. 4 projets de loi ont été adoptés en plénière ce lundi à l'Assemblée nationale. Des projets pour améliorer la qualité et l'offre de soins dans les centres de santé en Côte d'Ivoire. La séance était présidée par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Elle a enregistré la présence de 175 députés sur 254 siégeants. Au Sénat, le ministre du Budget et des Finances, Adama Coulibaly, a présenté devant la Commission des affaires économiques et financières du Sénat, au nom du président de la République, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Innovateurs, experts, décideurs, étudiants, tous ont répondu présents à la cérémonie de pré-lancement du Salon international de l'intelligence artificielle, de la défense et de l'espace. Cette rencontre, qui a sa première édition, est initiée par une structure d'analyse de données. Elle vise à promouvoir les avancées technologiques. Soyez les bienvenus. L'État de Côte d'Ivoire veut renforcer la qualité et l'offre de soins dans les centres de santé. Et pour y parvenir, le personnel doit être exemplaire. Pour cela, les professions d'infirmiers, de sages-femmes et de maïeuticiens sont désormais dotées de codes de déontologie. Les projets de loi viennent d'être adoptés en plénière par l'Assemblée nationale ainsi que 2 autres textes. La séance tenue ce lundi était présidée par le président Adama Bictogo. Elle a enregistré la présence de 175 députés sur 254 siégeants. Moussa Konaté. Les professions d'infirmiers, de sages-femmes et de maïeuticiens désormais régies par des codes de déontologie. Les projets de loi déterminant les règles de bonne conduite pour ces métiers du corps médical sont adoptés à l'unanimité par les députés à cette plénière. Toute profession doit être bien encadrée et pour que ceux qui y travaillent prennent toutes leurs responsabilités et sachent leurs limites. Et ça, c'est vraiment le rôle de l'État, de pouvoir baliser toutes ces fonctions, surtout que cette fonction aborde les aspects de vie. Je pense même que cela aurait dû être fait depuis, mais ma foi, il n'est jamais trop tard. L'infirmier est donc le premier contact au niveau des infrastructures sanitaires. Et donc, souvent de fois, les questions de malappréciation ou bien de négligence de certains membres de la profession conduit directement à un décès. Et donc aujourd'hui, cette profession a besoin d'être encadrée. Les sages-femmes, leur nom, ce sont les sages. Mais nous avons constaté que dans ce corps, il y a beaucoup de dérapages. Et donc, ce code est très bienvenu pour que vraiment chacun connaisse sa place et que chacun puisse exercer en toute quiétude et que les patientes que nous sommes toutes, nous soyons dans des meilleures conditions. En plus de ces textes visant à renforcer la qualité et l'offre de soins dans les centres de santé, 2 autres projets de loi de ratification également adoptés. Il s'agit du projet de loi de ratification d'ordonnance d'orientation du transport intérieur et le projet de loi de ratification portant réforme des impôts sur les traitements, les salaires, les pensions et les rentes viagères à la charge des salaires. Nous avons validé de ce que ces impôts soient fusionnés à l'effet de permettre aux salariés de supporter moins ces impositions et aussi de faire en sorte que ces impôts pour les retraités à partir de 70 ans, ces impôts soient allégés au niveau des salariés de plus de 70 ans. Et donc cette loi a été votée massivement par tous les députés. Ces travaux dirigés par le président Adama Bictogo marquent la dernière session plénière de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. La cérémonie solennelle de clôture de cette session est prévue le 28 juin prochain. Après l'Assemblée nationale, rendons-nous au Sénat. Le ministre du Budget et des Finances, Adama Coulibaly, a présenté devant la Commission des affaires économiques et financières, au nom du président de la République, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Un projet de loi qui rentre dans le cadre d'une uniformisation dans les États membres de l'UEMOA. Kader Sogodougou. Adama Coulibaly est au Sénat.
Le ministre du Budget et des Finances est porteur, au nom du président de la République, d'un projet de loi de ratification. Il est relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. En la matière, depuis le 31 mars 2023, le Conseil des ministres de l'UEMOA a opté pour l'adoption d'un projet de loi uniforme. La Côte d'Ivoire, locomotive de l'Afrique de l'Ouest, ne saurait rester en marge. Cette nouvelle loi comporte des innovations, notamment le renforcement du rôle des cellules nationales de traitement des informations financières. La deuxième innovation porte justement sur l'élargissement du champ des personnes dites politiquement opposées. Ces deux innovations sont importantes qui vont nous permettre justement d'avoir un dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux qui soit le plus efficace possible. Et je suis convaincu que si nous arrivons en fait à faire adopter ce texte par le Sénat, la Côte d'Ivoire se sera dotée d'un dispositif qui lui permettra de lutter plus efficacement contre le blanchiment des capitaux et donc la lutte contre le financement du terrorisme. La Commission des affaires économiques et financières, présidée par le sénateur Cissé Mamadou, après un exposé limpide et des échanges enrichissants, a dit oui à l'unanimité au projet de ratification. Autre chose, à présent, la Côte d'Ivoire affiche clairement de plus en plus sa volonté de développer une économie axée sur la transition vers l'économie bleue, une économie qui touche toutes les activités sur l'océan. Le jeudi 6 juin dernier, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiemoko Touré, a assisté à l'atelier sur la présentation de la feuille de route élaborée par les experts de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO pour la mise en œuvre de l'économie bleue. Quelles sont les grandes lignes de cette feuille de route? Des réponses avec Davis Oyou. Établissement d'un cadre de gouvernance de l'économie bleue, mobilisation de ressources et de partenariats stratégiques en Côte d'Ivoire. Quelques dispositions des 7 priorités de la feuille de route élaborée par la FAO pour le développement et la mise en œuvre de l'économie bleue en Côte d'Ivoire. L'idée, optimiser toutes les activités économiques qui se déroulent sur l'espace aquatique, entre autres pêche et transport maritime. La transition vers l'économie bleue ne se fera pas sans défi. Elle exige une gouvernance efficace, une coopération intersectorielle renforcée entre les parties prenantes et des politiques publiques intégrées et cohérentes. Pour le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiemoko Touré, cette étude va accélérer l'opérationnalisation de l'économie bleue et surtout va permettre d'explorer les multiples avantages de ce secteur en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire en général et le ministère des Ressources animales et halieutiques en particulier identifient l'économie bleue comme une réponse à la crise de l'emploi des jeunes diplômés, à la vulnérabilité des communautés côtières et à la transformation de notre économie nationale. En collaboration avec la FAO, le ministère des Ressources animales et halieutiques a sollicité et obtenu de la Banque africaine de développement le financement du projet de préparation pour le financement des activités de développement de l'économie bleue en Côte d'Ivoire dénommé PPF Économie bleue. La feuille de route élaborée et proposée par les experts de la FAO au ministre des Ressources animales et halieutiques est validée. La prochaine étape va être consacrée aux modalités de mise en œuvre de l'économie bleue en Côte d'Ivoire. Le maire d'Abobo, Kandia Camara, a rendu un hommage aux populations de sa commune. C'était à l'occasion de la fête des mères et des pères organisée par le conseil municipal. Ce sont plus de 3500 femmes qui ont reçu des présents. Une célébration couplée avec la remise d'attestations de fin de formation à environ 500 femmes formées par le conseil Coton Anacarde. Kandia Camara a exhorté les populations à promouvoir le vivre ensemble et la cohésion entre les communautés. Frédéric Oulaye, Herman Guivé. Agora d'Abobo, ambiance conviviale. Kandia Camara, première magistrate, communie avec les femmes, les hommes et les jeunes en cette occasion de célébration de la fête des mères et de la fête des pères. Pour l'édition 2024, plus de 3500 mères et pères reçoivent des présents, des dons composés de bouteilles de gaz butane,
de tonnes de riz et de milliers de pagnes. La maman est un être important. Pour Dieu même qui nous a créés, il a magnifié la femme. Ça a été une fête et ça renforce encore la cohésion sociale au niveau de la population d'Abobo. Cette célébration des mères, en reconnaissance aux actions dans la gestion des affaires familiales, rassemble des personnalités dont les épouses des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, les présidentes d'institutions, les opérateurs économiques. Le maire de la commune, Kandia Camara, a dit toute sa joie de se retrouver au milieu de ses sœurs et de ses frères. Dans le cadre de ces différentes célébrations, elle exhorte les populations au renforcement de la cohésion. Comment ne pas célébrer ses mères et ses pères exemplaires? Ils le méritent bien. Ils méritent cette fête que nous leur offrons aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons décidé de marquer un temps d'arrêt pour les magnifier. Chères sœurs, chères mères, chers frères, chers pères, je voudrais vous dire merci du fond du cœur pour le soutien que vous apportez à notre mission d'améliorer le cadre de vie et de travail des populations. Cette célébration de la fête des mères, couplée à celle de la fête des pères, a été l'occasion pour le Conseil Coton-Anacarde de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Environ 500 femmes de la commune formées à la valorisation et à la commercialisation des dérivés de l'anacarde ont reçu leurs attestations de fin de formation. Innovateurs, experts, décideurs, étudiants, ils ont tous répondu présents à la cérémonie de pré-lancement du Salon international de l'intelligence artificielle, de la défense et de l'espace. En prélude au lancement de ce salon prévu pour le mois de février 2025, cette rencontre initiée par une structure d'analyse de données vise à promouvoir les avancées technologiques. Elle s'est tenue ce lundi au Sofitel Hôtel Ivoire. C'était en présence de Jean-Michel Quadio et de Jean-Louis Gbangbo. Donner à la Côte d'Ivoire la souveraineté globale à travers les avancées technologiques de défense et d'exploration spatiale. Sujet au cœur de la cérémonie de prélancement de la première édition du Salon international de l'intelligence artificielle. Une plateforme d'échange entre innovateurs, experts, décideurs et étudiants. Objectif, construire et promouvoir une Afrique qui se distingue par ses avancées technologiques. SIAD 2024 et SIAD 2025 se veut être une plateforme dynamique et forger des partenariats stratégiques. Pour anticiper et gérer les menaces, en plus de l'intelligence artificielle, la Côte d'Ivoire part à la conquête de l'espace à travers l'acquisition de satellites. Ces outils technologiques pour relever les défis de sécurité, d'agriculture, de santé, d'industrie ou encore des services financiers. Et ce que nous sommes en train de faire avec notre partenaire ivoirien SAAnalytics, c'est mettre en place un système de satellites qui amènera des images toutes les heures, ce qui représente une vraie révolution. Plus on a de satellites, plus on arrive au temps réel. Et pour nous, un système à temps réel, c'est de l'ordre de 20 petits satellites. Grâce au progrès, grâce à la miniaturisation, grâce à l'hybridation du digital. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'impact de l'utilisation de l'intelligence artificielle sur les différents secteurs d'activité. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en passe de devenir un élément incontournable de gouvernance moderne, notamment dans les secteurs de la santé, de la fabrication industrielle, des services financiers et de la sécurité. Le lancement du Salon international de l'intelligence artificielle, de la défense et de l'espace se tiendra en février 2025 au Parc des Expositions d'Abidjan. La problématique de la qualité des aliments consommés par les populations reste une préoccupation pour le ministère en charge de l'agriculture et des productions vivrières. Afin de faire face à d'éventuelles crises, le Laboratoire national d'appui au développement agricole l'ANADA a appelé les acteurs aussi bien publics que privés à une gestion intersectorielle intégrée de la question de la sécurité alimentaire. Lanciné Bakayuko. Sensibiliser les populations sur les enjeux de la sécurité alimentaire et les risques associés à la consommation d'aliments contaminés. C'est l'un des axes majeurs développés par le Laboratoire national d'appui au développement agricole l'ANADA
pour relever le défi de la sécurité sanitaire et de la qualité des aliments. Nous nous sommes rendus compte en Côte d'Ivoire avec la surveillance de certaines urgences sanitaires comme la grippe aviaire, comme le Covid par exemple, et comme aussi les mortalités de volailles, les mortalités porcines. Et il y avait des mécanismes d'intervention mais sectoriels qui se faisaient dans un cadre non intégré. Alors le président de la République a instruit le gouvernement afin de réfléchir et de mettre en place un plan national de sécurité alimentaire. Ce constat implique l'urgence de la mise en place d'un mécanisme unique en vue d'une meilleure coordination des actions visant à assurer la sécurité sanitaire des aliments en Côte d'Ivoire, selon la directrice du LANADA qui interagissait en webinaire organisé sous l'égide de la CEDEAO et de la FAO. C'est vraiment une affaire de tous. Il y a les pouvoirs publics, il y a les producteurs, les transformateurs, les distributeurs et même les consommateurs. Il faut que chacun s'y implique pour pouvoir réussir. Le Laboratoire national d'appui au développement agricole, structure d'appui technique et scientifique, est placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. La Côte d'Ivoire participe à la 112e conférence internationale du travail. Ce rendez-vous mondial se tient à Genève, en Suisse. La délégation ivoirienne est conduite par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara. Il a à ses côtés le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré. Les deux ministres ont échangé aujourd'hui avec le directeur général du BIT. On en sait plus avec Serge Koléa. La Côte d'Ivoire marque sa présence à la 112e conférence internationale du travail à Genève en Suisse. La délégation est conduite par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara. Il est accompagné du ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré. Les deux membres du gouvernement ont eu une rencontre avec le directeur général du BIT, le Bureau international du travail, Gilbert Oumbo. Au centre des échanges, les questions liées au travail et à l'emploi des jeunes. Nous avons eu l'occasion de mettre en évidence toute l'assistance technique que l'OIT, à travers le BIT, apporte à nos différents ministères sectoriels. Et la problématique de l'emploi des jeunes, de la formation des jeunes, a été au cœur des discussions tout à l'heure avec le directeur général. Nous avons profité de l'occasion pour parler un peu de la stratégie gouvernementale, notamment le programme Jeunes du gouvernement sur la période 2023-2025, les différentes réformes en cours et le plaidoyer pour que le BIT accentue son assistance technique à la Côte d'Ivoire en vue de l'atteinte des différents objectifs qui nous ont été assignés par le chef de l'État. Le gouvernement Beugre Mangbé a ceci de particulier, c'est que le gouvernement parle d'une seule voix. Et le ministre Touré Mamadou vient de vous dire avec brio ce dont nous avons débattu avec le directeur de l'OIT. À l'ordre du jour de cette 112e conférence internationale du travail qui se tient du 3 au 14 juin 2024, la protection contre les risques biologiques et l'objectif stratégique des principes et droits fondamentaux au travail, le travail décent et l'économie des soins. Retour en Côte d'Ivoire, ouvert le 3 juin dernier à l'école de la gendarmerie d'Abidjan, le séminaire annuel de la gendarmerie nationale a passé en revue les opérations sécuritaires de l'année 2023 et défini les objectifs pour le second semestre de l'année 2024. À la clôture de ces assises, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, exprimait encore une fois sa reconnaissance au président de la République et au ministre d'État, ministre de la Défense pour les moyens techniques, financiers et humains pour mener à bien l'exercice de sécurisation du pays. Il a ensuite exprimé l'engagement de son institution à bien œuvrer pour la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. Frédéric Oulaï, Herman Guivet. À l'issue de 5 jours de travaux en commission, les assises annuelles de la gendarmerie nationale referment leurs portes. Ce séminaire des officiers, sous-officiers et officiers supérieurs vise à évaluer les acquis de l'année 2023, des résultats en phase avec les objectifs fixés par la hiérarchie militaire. Le général Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, appelle ses hommes à la discipline, à l'exemplarité et à extirper le désordre de leur rang. Nous devons, dans notre façon de servir, faire de sorte que la République puisse évoluer
dans la tranquillité. Nous devons mériter aussi et surtout la confiance à travers notre agir quotidien, la confiance de l'État, la confiance des populations. Chaque gendarme, en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, se rappelle qu'il est gendarme et que son comportement doit être éthique et qu'il est dans une force d'élite. Ce rendez-vous annuel a enregistré la contribution du ministre des Transports et du procureur de la République. Des communications dans leurs domaines respectifs ont permis d'édifier les participants. Pour cette clôture, le représentant du ministre d'État, ministre de la Défense, exhorte les gendarmes à plus d'engagement pour une plus grande efficacité. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, m'a demandé de vous rassurer que la poursuite des actions entreprises en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail des militaires et des gendarmes. Et cela en cohérence avec la vision de bâtir une armée forte au service de la cohésion nationale. Ces assises ont surtout été mises à profit par les hommes en armes et les civils en vue de renforcer leurs liens et établir une collaboration afin d'éradiquer le grand banditisme qui sévit le plus souvent dans les zones rurales. Parmi eux figurent 12 administrateurs, 4 représentants de la hiérarchie militaire et 2 contrôleurs désormais mieux outillés pour accompagner les chantiers et faire face aux enjeux de leur mutuelle, le Fonds de prévoyance militaire et l'Université de Versailles Saint-Quentin-Paris en France. La cérémonie de remise de diplôme s'est déroulée vendredi dernier ici à Abidjan. Abou Sanogo, Patricia Omoetia. Le choix d'une telle formation au profit des membres du conseil d'administration du Fonds de prévoyance militaire répond à plusieurs besoins au nombre desquels la gouvernance mutuelle et les pratiques de contrôle de gestion. Ce métier-là mérite qu'on apprenne. C'est ce qui a guidé la direction générale, qui a sollicité des experts en la matière pour former nos administrateurs. Ils ont accepté cette formation avec humilité. Et un jour, ils ont pris le devant pour dire, mais c'est une très bonne chose si on peut faire ça plusieurs fois. Ça suffira. Le Collège des formateurs, par la voix de Jean-Luc Penaud, professeur d'économie à l'Université de Versailles Saint-Quentin-Paris-Saclay et spécialiste du développement mutualiste en Afrique de l'Ouest, a reconnu toutes les qualités d'engagement de la Direction générale du Fonds de prévoyance militaire à avoir des ressources de qualité pour l'atteinte de ses ambitions. Il s'est dit satisfait de la performance du fonds et s'est engagé à en faire la promotion. Quand on parle de mutualité pour des élus, comment ils doivent exercer leurs responsabilités. Ce n'est pas le diplôme qui fait l'administrateur, c'est sa compétence, et la compétence, c'est exercer sa responsabilité. Et dans la responsabilité, c'est effectivement 2 choses. C'est savoir de quoi parle-t-on en fait, comment on en parle, et de porter une vision stratégique, comme vous le faites, mon colonel, pour l'ensemble des adhérents. Grâce à cette démarche de formation continue, le colonel Kofi Omer a jugé satisfaisant l'objectif du directeur général qui est de permettre aux administrateurs du Fonds de prévoyance militaire d'acquérir les connaissances, les aidant à jouer pleinement leur rôle et à exercer totalement leurs responsabilités. Le Fonds de prévoyance militaire est la mutuelle sociale des militaires et gendarmes de Côte d'Ivoire, créée le 12 septembre 1985, conformément à la réglementation communautaire de l'UEMOA. L'actuel directeur général est donc issu des dernières élections au cours desquelles il a été désigné le 2 juin 2022 par le nouveau conseil d'administration. La dynamique est donc insufflée pour faire du Fonds de prévoyance militaire la mutuelle sociale de référence dans l'espace UEMOA à l'horizon 2030. Du 13 au 16 juin prochain va se tenir le 72e Rassemblement international militaire protestant. C'est un pèlerinage qui réunit tous les militaires de confession protestante évangélique du monde. Mis en place par l'aumônerie militaire française, c'est la commune de Gagnières, dans le sud de la France, qui va abriter l'événement cette année. Ici, en Côte d'Ivoire, les militaires protestants évangéliques préparent activement ce rendez-vous. Une retraite spirituelle, la première du genre, est organisée par le comité de pilotage international militaire évangélique. Davis Oyou. C'est une première pour les militaires protestants évangéliques de Côte d'Ivoire.
Une retraite spirituelle en prélude au 72e rassemblement international militaire protestant. À l'heure des préparatifs, anciens et nouveaux pèlerins sont enthousiastes à l'idée de prendre part à ce rendez-vous hautement spirituel. Le fait d'entendre qu'il y a ailleurs des militaires aussi qui ont la foi et qui cultivent la foi, nous, on va apprendre auprès d'eux. Qu'est-ce que nous pouvons apporter ou qu'est-ce que nous pouvons apprendre aussi auprès d'eux. La Côte d'Ivoire prend part pour la 20e fois à cette grande croisade. Pour le comité de pilotage international militaire protestant évangélique du pays, cette rencontre se veut un cadre de prière et de louange avant le départ pour le pèlerinage. Je voudrais exprimer toute ma gratitude à Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, pour l'intérêt porté aux activités de l'aumônerie protestante et évangélique auprès des armées. Toute cette entreprise ne peut se réaliser sans l'autorisation de Monsieur le général des corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, et de Monsieur le général des corps d'armée, Apollo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Le comité de pilotage international militaire protestant évangélique de Côte d'Ivoire a été mis en place en 2023 par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Pour cette édition, 47 militaires sont retenus pour le pèlerinage du 13 au 16 juin 2024 à Gagnières, dans le sud de la France. Direction la région de Gbeke, sa capitale Bouaké sera bientôt sur le marché des capitaux. Les détails avec Didier Nguessan. La commune de Bouaké se soumet à une notation financière. Il s'agit pour la municipalité de renforcer sa crédibilité auprès des investisseurs en vue de lever à terme des fonds sur le marché des capitaux pour financer plusieurs projets d'investissement. Nous avons des collectivités locales avec des budgets qui sont assez restrictifs. Et elles ont besoin de budgets beaucoup plus importants pour investir dans le développement, surtout dans les infrastructures structurantes. Et pour ce faire, le marché des obligations aujourd'hui offre ce qu'on appelle l'obligation municipale à long terme. Donc qui permettrait aux collectivités locales de lever des fonds sur une maturité beaucoup plus longue. Emprunter auprès d'investisseurs qui sont présents sur notre marché financier de l'UEMOA. Et ces investisseurs-là sont ceux qui collectent l'épargne dans l'UEMOA, donc les banques, les compagnies d'assurance, les caisses de retraite, qui sont aujourd'hui les investisseurs pour des projets et notamment ce projet de la mairie. Rechercher d'autres sources de financement sans la garantie de l'État offre aux collectivités une plus grande flexibilité dans le financement des projets. La commune de Bouaké évalue ses capacités à faire face aux risques de financement. Nous nous sommes engagés donc, dans ce processus qui devra nous permettre d'abord rassurer donc, les investisseurs sur la gouvernance de la mairie, la transparence et donc trouver une solution qui nous permette de répondre aux besoins des populations en termes d'investissement en équipement, en termes de financement donc, du programme social donc, de la mairie. Quand on veut faire une zone industrielle, même si c'est à Bouaké, nous sommes obligés donc de rechercher les ressources ensemble pour faire la zone industrielle. Le président du conseil régional du Sud Comoé, Eugène Akawele, a félicité le maire de Bouaké pour cette initiative. Les résultats de la notation financière seront disponibles dans 4 mois. Dans la page politique de cette édition, l'Alliance des Amis républicains a initié récemment un point presse dans la commune de Cocody. Les membres de cette association politique adhèrent aux idéaux et à la vision du président de la République, Alassane Ouattara. Ce groupement annonce au travers de leur rencontre le lancement de leurs activités de mobilisation à l'approche des prochaines élections. Et c'est ce que nous fait savoir Jean-Marc Djadji. Les élections générales arrivent à grands pas. L'Alliance des Amis républicains passe à la vitesse supérieure. La présidence de ce groupe de réflexion, proche du RHDP, le parti présidentiel, lance la mobilisation pour la promotion des idéaux du chef de l'État, Alassane Ouattara. L'objectif est de mobiliser également les militants des premières heures qui, pour certains, ont pu prendre à un moment donné un peu de distance par rapport à la vie du parti pour des motifs variés. Très engagés dans la défense des idéaux et le rayonnement de notre parti, le RHDP,
nous entendons tout mettre en œuvre pour accompagner l'exécutif et le directoire du RHDP en matière de communication et de prospective stratégique. Nous réaffirmons fortement et solennellement au président Alassane Ouattara notre indéfectible attachement et notre détermination à toute épreuve. L'Alliance des Amis républicains restituera bientôt les résultats de sa stratégie pour activer l'élan d'animation de la vie du RHDP. La paix, la cohésion sociale et le développement restent les priorités de leurs actions politiques. Parlons environnement. L'auteur Hilaire Nyoïté-Gomé, expert en environnement et conseiller économique social, a dévoilé son dernier livre intitulé « Quand la nature parle aux hommes » lors d'une cérémonie de dédicace au siège du Conseil économique, social, environnemental et culturel CESEC au Plateau. À travers 174 pages, il partage des réflexions profondes sur l'impact des activités humaines sur notre planète et invite à la préservation de l'environnement. Le livre est préfacé par Dr Eugène Aka Awele, président du CESEC. La cérémonie de dédicace s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités diplomatiques et du CESEC. Le reportage est signé Marie-Chantal Akandan. Quand la nature parle aux hommes est une réflexion poignante de 174 pages sur les interactions entre l'humanité et la nature. Dans ce livre, l'auteur met en évidence les impacts alarmants des activités humaines sur notre environnement. Cet ouvrage est un appel urgent à l'action et à la responsabilité collective. L'écrivain Gomé Nyoïté Hilaire incite chacun à adopter des comportements plus respectueux de la nature et à prendre conscience des enjeux environnementaux qui menacent gravement notre planète. Aujourd'hui, les conséquences de notre comportement, de nos agissements, nous rattrapent. Donc la nature répond du tic au tac. Vous agressez la nature vous agresse. Je voudrais que les Ivoiriens prennent conscience que les richesses naturelles ne sont pas inépuisables et que leur gaspillage, leur dégradation portent atteinte à l'environnement. À la cérémonie de dédicace, le vice-président Joseph Seka du Conseil économique, social, environnemental, culturel, CESEC, a rendu un vibrant hommage au président de l'institution, Dr Eugène Aka Awele, qui, dans la préface de l'ouvrage, rappelle l'urgence de prendre des mesures face à la perte accélérée de biodiversité et aux effets dévastateurs du changement climatique. Ces préoccupations sont au cœur des réflexions de l'Assemblée consultative du CESEC. Quand la nature parle aux hommes, cet ouvrage est un cri de détresse de notre environnement, une invitation à écouter et à agir avant qu'il ne soit trop tard. À l'étranger, en Guinée, le procès des massacres du 28 septembre survenu en 2009 à Conakry s'est poursuivi ce 10 juin avec la plaidoirie d'un des avocats de Moussa Dadis Camara, chef de l'État, lorsqu'une manifestation de l'opposition avait été violemment réprimée, faisant plus de 150 morts et entraînant le viol de plus d'une centaine de femmes. L'un de ses avocats a plaidé ce lundi et demande son acquittement pur et simple. En France, le leader d'extrême droite Jordan Bardella, qui conduit la campagne du Rassemblement national aux élections européennes, sera candidat au poste de Premier ministre. L'annonce a été faite ce lundi, au lendemain du scrutin et de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par le vice-président du parti Sébastien Chenu. Par ailleurs, Marion Maréchal, tête de liste de reconquête de l'extrême droite, a rencontré Marine Le Pen et Jordan Bardella au siège du Rassemblement national en fin d'après-midi. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée à toutes et à tous.